Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Joris. Qui a déjà fait au moins une séance avec moi de webinaire ou de trucs comme ça? Ouais, pas mal de monde. Donc, Magali à moitié parce que c'était plutôt Sarah qui animait. Cécile nous rejoint pour la première fois, c'est ça? Céline, pardon. Et puis Hélène, j'ai pas vu si la main se levait. Ouais, c'est OK, la main s'est élevée. N'hésitez pas à laisser les micros allumés, hein. Céline, première fois? Oui, première fois, parce que la dernière fois, je me suis connectée en retard, 30 minutes à la bourre. Enfin, vu que l'horaire change une fois sur deux, je m'étais emmêlé les pinceaux. Ouais, j'imagine. Donc, Bah, c'est bien, ma troisième tentative, c'est la bonne. super. Eh ben, bienvenue. Donc, ce sont des ateliers gratuits qu'on fait aussi un petit peu avec Sarah quand on peut, quand on veut, quand on a le temps, et des ateliers qui sont vraiment des ateliers d'expérimentation sur comment finalement la visio peut nous permettre de bosser en animation, et notamment là sur la question d'expression des ressentis, des représentations, des émotions, et puis l'accompagnement de l'évolution de ces représentations. Donc, c'est pas une formation sur la question des représentations mentales, sur le conflit cognitif, sur ces choses comme ça, même si c'est délicat de faire d'ateliers sans en parler un petit peu de manière théorique. Donc, j'aurais quand même une introduction théorique, mais c'est plus une expérimentation pratique entre nous de comment est-ce qu'on travaille sur ces représentations. Peut-être pour briser la glace un petit peu rapidement, comment vous sentez ce matin en un ou deux adjectifs et d'ailleurs, je partage mon écran pour, si ça vous intéresse, pouvoir avoir sous les yeux quelques adjectifs qui peuvent vous permettre de vous inspirer dans ce premier tour, qui est déjà finalement un premier tour d'expression de ressenti. On va être vraiment sur l'expression des représentations mentales, c'est le sujet. Et dans les représentations mentales, ça peut être des représentations mentales de comment je vais, avec des questions d'auto-empathie, de ce que je pense, de là où je suis, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un petit outil qui circule beaucoup sur Internet. Ravi, agressif, intimidé, ennuyé, déterminé, refroidi, arrogant, optimiste, effrayé, et j'en passe. J'aime bien utiliser ce genre d'outils, notamment quand j'interviens en milieu scolaire ou avec des publics jeunes, parce que ça permet aussi de travailler sur du nouveau vocabulaire. Cédric, en un adjectif, comment ça va? Un ou deux adjectifs? Enthousiaste et la tête chargée. Ok. Eric, comment ça va? Alors, moi, je suis optimiste et puis, euh, je sais pas trop, déterminé. Voilà. Ok. Céline, comment ça va? Ouais, je suis anxieuse, je ne le vois pas là, mais Ah, il y a anxieuse deux Céline, alors. et à côté méditatif. Ok. Donc, pas Anxieuse par vraiment. rapport à l'outil, par rapport à l'atelier ou de manière plus Non, générale par rapport au contexte, je au pense. contexte, ça marche. Céline Oui, de j'étais Grand anxieuse Clermont. avant d'arriver. Ouais, ok. Et bah, du coup, à toi de voir comment peut-être tu peux essayer de mettre tout ça au frigo pendant un moment, au frais, pour le retrouver plus tard, et puis voilà, profiter de cette petite bulle ensemble pour penser à autre chose pendant un moment. Je ne prendrai pas des sujets chauds d'actualité, enfin pas trop, comme exercice de travail aujourd'hui. J'ai failli, mais je pense que c'est pas une super idée. Céline, comment ça va, Céline Grand-Clermont? Alors, je suis intéressée et en même temps le cerveau un peu plein. Ok. Judith? Moi, méditative. Ok. Par rapport au sujet, ou de manière plus générale? Non, parce que j'ai eu la chance d'aller au spa ce matin. Ah, ok, donc méditatif dans ce sens-là. Ok. Sarah, comment ça va? Euh, Plutôt stone, je sais pas s'il y a le mot, mais c'est plus dû à ma soirée d'hier soir. Donc rien à voir, je suis curieuse. Ok. De mon côté, je suis ravi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas animé un atelier, et inquiet voilà, de ma petite, en espérant que ça aille, mais bon, ça allait mieux ce matin. Hélène, comment ça va? Je suis curieuse sur l'atelier et toujours un peu speed. Ouais, C'est la course en ce moment, mais ça va. ok. Magali? Oui. Moi, j'ai le cerveau un peu en ébullition et dans le brouillard parce que j'ai plein de choses à faire. Et en même temps, je suis assez curieuse et intéressée de ce qu'on va faire ensemble. Ok. Aurélie? Oui, moi je suis un peu perplexe parce que le sujet me semble assez. Enfin voilà, j'ai du mal à cerner le sujet, mais très intéressée. Voilà. Ok. Et Jérôme? Moi, je me sens fatigué mais curieux.
Ok, ça marche. Merci pour ce premier tour de table qui permet de tester les micros, d'exister symboliquement et techniquement dans le groupe, d'entendre votre voix, de briser un petit peu la glace. C'est un petit peu rapide. Peut-être en complément, qui sur ce sujet est au travail de manière professionnelle? C'est-à-dire, est-ce que cette question de l'expression des représentations, de l'accompagnement au changement dans les représentations des gens, l'expression des ressentis, c'est quelque chose que vous bossez? Levez la main si c'est le cas. Ouais, quelques personnes. Est-ce que c'est dans le cadre de formation surtout? Levez la main si c'est dans le cadre de formation. Ouais, un petit Céline Guézou, Eric. Dans le cadre d'accompagnement social, animation sociale? Ouais, aussi. OK. Dans le cadre plus, pourquoi pas, du domaine un petit peu de la santé, il y en a qui travaillent un petit peu sur de l'accompagnement thérapeutique du patient, des choses comme ça, non? Je pose la question parce que j'ai pas mal bossé avec des CHU et des gens qui font de l'accompagnement thérapeutique du patient, des fois j'en ai, et du coup c'est intéressant aussi de travailler sur ce genre de sujet avec eux, et justement cet atelier d'expression des représentations, je l'avais beaucoup travaillé dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Ok, je vais assez vite hein, sur l'introduction, la présentation des uns et des autres. On est un groupe éphémère, on se voit une fois. Vous n'avez pas forcément besoin, en tout cas selon moi, d'avoir toute ma biographie pour qu'on bosse ensemble. Donc voilà, je passe assez vite. Je vous propose du coup qu'on se retrouve sur Klaxoon. Qui n'a jamais utilisé Klaxoon? Levez la main. Magali? Du coup, je redonnerai quelques infos. Une seule fois avec Sarah. Ouais, justement. je redonnerai quelques infos si nécessaire, mais connectez-vous s'il vous plaît. Je vois qu'il y a quelques personnes déjà qui sont arrivées. Tac, je verrouille les éléments pour pas que vous les bougiez trop. Et puis, je vais vous zoomer sur la partie qui correspond à un deuxième petit brise-glace qu'on va faire ensemble, un portrait chinois. Si vous étiez en cette matinée, en cet instant, une ville, un plat, une chanson, un animal, qu'est-ce que ce serait? Donc, je vous invite à créer des petits post-it qui correspondent à ça. Marquez, s'il vous plaît, votre prénom à chaque fois. Donc, si moi, par exemple, j'étais un animal ce matin, ce serait plutôt l'idée un peu de l'ours en sortie d'hibernation, parce que la nuit a été compliquée. Je ne sais plus si les ours hivernent ou hibernent, je crois que c'est hiberne. Donc voilà, si vous pouvez mettre votre prénom, votre proposition. C'est un deuxième brise-glace. Ça peut être aussi un levier pour exprimer, pourquoi pas, un premier ressenti, une première représentation. Je vous laisse quelques secondes pour ça. Alors, on voit soupe des spaghettis, on voit le Québec, on voit Nantes dans le brouillard, on ne sait pas qui c'est, mais ok. N'hésitez pas à rajouter votre prénom. Cédric, un écureuil. Cédric, est-ce que c'est parce que tu collectes des noisettes dans ce genre de formation? Un chat qui s'étire pour Magali, ok. Une soupe taille pour Magali. Donc, vous voyez, c'est plus difficile d'aller chercher de la signification parfois dans les plats que, par exemple, dans l'animal. Moi, j'aime bien aussi sur ces portraits chinois, pour que les gens expriment un peu comment ils se sentent dans un groupe, le faire, par exemple, avec un personnage de fiction. Ça fonctionne assez bien. Si, dans le groupe projet dans lequel tu étais un personnage de fiction, lequel ce serait? Et là, du coup, ça permet aussi de faire cette espèce de pas de côté qui permet de rentrer en auto-empathie. Je reparlerai de l'auto-empathie, de la stratégie du détour, des freins à l'expression des représentations tout à l'heure. Donc voilà, merci. Vous n'êtes pas obligé de mettre un post-it dans chacun des ronds. On voit aussi Céline Koala, Céline Guézou en mode marmotte, un chat qui a le cul sur son canapé. On voit Cédric Labouenne, I Will Survive pour Hélène, et puis différentes choses pour les villes ou pour les plats. Voilà, c'est un petit brise-glace avec un outil simple de portrait chinois. Ça peut se faire d'ailleurs par petits groupes. Je ne vais pas forcément prendre le temps d'analyser trop loin avec ça avec vous. Ça n'a pas forcément, selon moi, un grand intérêt. On va maintenant essayer de délimiter un petit peu le sujet, parce que bien sûr, on est sur du test d'outils, mais ce serait quand même important de savoir de quoi on parle.
Vous pouvez revenir sur Zoom quelques instants si vous voulez, avec donc Alt-Tab, hein, qui fonctionne bien pour basculer d'un outil externe à Zoom à Zoom. J'en profite, toute petite parenthèse, pour dire que WebEx est en train d'intégrer tout un tas d'applications au sein de WebEx. WebEx, c'est un peu l'équivalent de Zoom, et ça vaut quasiment autant le coup que Zoom. Ouais, ça vaut autant le coup en termes d'animation participative, et ça permet de ne pas avoir à basculer d'une fenêtre sur l'autre. C'est assez chouette. Sur Zoom, je ne me suis pas trop penché encore sur l'intégration d'applications, et donc sur WebEx, ils intègrent Miro et Mural. Bon, ils n'intègrent pas Klaxoon encore, ils n'intègrent pas Padlet, les Framapad, etc. Mais ils intègrent tout un tas d'outils qui permettent aux gens de rester uniquement sur un logiciel et d'avoir tous les logiciels participatifs qui s'incluent dans la visio WebEx. C'est vraiment super. Là, ça vous fait basculer un petit peu. Donc, encore une fois, si vous ne connaissez pas, pouce gauche sur Alt, vous maintenez appuyé, index gauche plusieurs fois sur Tab, et ça vous permet de basculer de l'un à l'autre. Là, je vais vous demander de répondre à 2 questions. Représentation mentale, ça vous évoque quoi? Vous double-cliquez sur la partie rose et puis vous répondez. Si ça vous évoque xylophone, grand-mère, bah, vous répondez xylophone, puis grand-mère. Et grand-mère, il faut mettre un tiret entre grand et mère pour qu'il garde le mot accroché. D'accord? Si vous voulez répondre en 3 mots, évitez, mais il faut bien accrocher les mots par un tiret. Quand vous voyez un mot qui a été dit par quelqu'un que vous voulez redire, eh bien, vous le réécrivez de manière à ce qu'il s'agrandisse dans le nuage de mots. Et puis, question avec des réponses en mode chat. Exprimer les représentations mentales, pourquoi faire? Bah, vous répondez. Donc là, voilà, je vous laisse quelques instants pour délimiter le sujet. Représentation mentale, ça vous évoque quoi? Donc, il faut double-cliquer sur la partie rose à chaque fois. Hein. Je vous recentre là sur le klaxon. Il faut double-cliquer sur la partie rose pour pouvoir répondre. Je fais évoluer la consigne. Faites juste le nuage de mots. La question avec réponse ouverte, on le fera en binôme ou en trinôme. Alors, je vois que rêve, créativité sont les 2 mots qui reviennent le plus pour le moment. Encore une fois, hein, redites bien les mots que les autres disent et qui vous parlent de manière à ce qu'ils s'agrandissent dans le nuage de mots. Donc, représentation mentale. Donc, on voit le mot croyance qui apparaît pas mal, opinion, idée, créativité, rêve. Vous êtes efficace, hein, ça nous fait un nuage de mots assez chouette. On se donne encore une dizaine de secondes. Là, qui font le nuage de mots sur klaxon pour la première fois, levez la main si c'est le cas. Ouais, Judith, Céline, ok. Donc, vous voyez, c'est un outil assez chouette. Dans la version gratuite, Magali aussi, dans la version gratuite de Klaxoon, parce que bon, il y a une version payante après, mais vous avez accès hein, à la possibilité de créer des post-it qui font des nuages de mots. Vous pouvez travailler jusqu'à 15 personnes en même temps, pas plus sur la version gratuite, mais ça permet de faire des nuages de mots assez rapidement. Et pour permettre d'être en mode brainstorming, en mode expression des premières représentations mentales sur un sujet, et bah, du coup, moi, je trouve que ça fonctionne assez bien. Vous me direz ce que vous en pensez après. On arrête, s'il vous plaît. Je vais faire une capture d'écran. La petite limite, vous pouvez revenir sur Zoom pour voir si vous voulez, c'est qu'une fois que le truc est fait, il faut aller faire ensuite une capture d'écran pour le rendre un peu plus apparent sur le mur klaxon, parce que sinon, si vous voulez le voir, c'est possible, mais il faudrait double-cliquer à nouveau sur l'écran sur la question pour le voir. Donc, quelles sont vos représentations mentales sur la notion de représentation mentale, un petit peu de gymnastique mentale du matin? Eh bien, il y a le mot croyance qui revient le plus, cerveau, perception, idée, créativité, préjugé, opinion, rêve, et puis d'autres mots, hein, architecture, métaphore, image, point de départ, personnel, construction mentale, forme, background, point, histoire, cérébral, paysage, schéma, angle, réflexion, vue, visuel, flou, perspective, une rivière. Pourquoi une rivière? Tiens. Langage, parcours, repère. Pourquoi une rivière? Quelqu'un veut nous dire? Pourquoi une rivière? Ouais. C'est par rapport au pays. Enfin, j'ai marqué aussi le paysage. Ouais.
C'est-à-dire que c'est, pour moi, enfin, quand on partage des paysages, on partage des représentations aussi. Ok. Quand on partage des sensibilités sur des images ou des paysages, donc la rivière, elle est dans le paysage, mais on a des représentations quand on pense à à une rivière, on a des représentations derrière qui nous viennent voilà. C'est pour ça que c'était le lien avec le paysage. Et puis la rivière, ça aurait pu être la montagne, ça aurait pu être plein d'autres paysages, le paysage aussi japonais, par exemple. Quand on imagine comment ils sont dessinés, voilà, il y a des représentations derrière. Voilà. Ok. C'est vrai que ça m'évoque, je sais pas si c'est un peu ce à quoi tu pensais, mais moi, ça m'évoque les techniques que j'ai d'accompagnement à la créativité, où des fois, en effet, je positionne les gens sur des paysages, dans des choses qui sont pas leur quotidien, pour les aider à faire le pas de côté et à développer une certaine créativité. Je leur dis, bah, imaginez-vous au milieu de la forêt amazonienne, votre projet, comment vous l'adaptez. Imaginez-vous dans une base lunaire sur la Lune, votre équipe, comment vous la managez. Donc, je sais pas si c'est un peu ça, mais c'est vrai que d'imaginer quelque chose qui n'est pas notre quotidien, ça nous permet de lancer la machine à créativité. Ok. Et ça me fait penser aussi, on y reviendra peut-être, mais que dans les représentations mentales, il y a des choses qui activent finalement aussi en termes de souvenirs, d'expériences sensorielles. Des fois, vous sentez une odeur et ça vous amène une image dans la tête. Et donc, il y a tout un tas d'associations sur les cinq sens qu'on a qui construisent aussi cette représentation mentale. Là, on est en visio. On a, pour certains et certaines, des liens, des expériences communes qui paramètrent très certainement ce que vous avez dit dans le nuage de mots. Vous l'auriez fait dans un autre contexte, au bord de la piscine, les pieds dans l'eau, avec un de vos potes qui vous dit représentation mentale, ça te fait penser à quoi? Peut-être que les mots n'auraient pas été les mêmes. Donc, le contexte dans lequel on se trouve, l'expérience sensorielle dans laquelle on se trouve, influence complètement les représentations mentales. Vous êtes d'accord avec cette hypothèse que je fais? Moyennement d'accord? Pas d'accord? Regardez, pouce en l'air si d'accord. Moyen, pas d'accord. Et donc, je vois qu'il y a pas mal de d'accord. Donc, si le contexte influence, ça veut dire que nous, en tant qu'animateurs, animatrices, facilitateurs, facilitatrices, etc., bah, faut bosser sur le contexte. Si on ne sécurise pas les gens, ils vont avoir du mal à comprendre ce qu'ils pensent, à le formaliser et à l'exprimer. C'est vraiment les trois étapes, selon moi, de l'auto-empathie. Hein. Je comprends ce qui se passe, je l'organise dans ma tête pour pouvoir ensuite l'expliquer. Donc là, vous avez compris, vous avez écrit, vous avez verbalisé en nous envoyant un écrit. Donc le fait d'avoir peut-être fait des brises-glaces, de se rassurer parce qu'on a un cadre informel de travail, etc., bah, ça agit sur le contexte et donc ça agit sur notre déclenchement de représentation mentale. Un exemple pour ceux pour qui ça parle les exemples en termes de représentation mentale. Quand j'étais petit, que j'avais 3-4 ans, je pensais que ma maîtresse, elle habitait à l'école. Au bout d'un moment, j'ai appris que ma maîtresse, elle avait une vie, une maison et une famille. Ça a changé ma représentation mentale de qui était ma maîtresse. Et du coup, la représentation mentale, c'est un petit peu ça, c'est la construction mentale qu'on se fait pour donner du sens au monde qui nous entoure. Et donc, lorsque on a une information nouvelle qui va venir heurter notre représentation mentale, notre construction cognitive, bah, on rentre en conflit cognitif. Moi, quand on m'a dit que ma maîtresse, elle avait des enfants et qu'elle avait une maison, j'étais en conflit cognitif entre la représentation du monde que j'avais et celle qu'on me proposait qui était nouvelle. Et donc, ce conflit cognitif, bah, il s'accompagne aussi, puis on va parler tout à l'heure de comment est-ce qu'on accompagne le fait de poser sa représentation, de l'interroger, d'en trouver une autre et puis d'en proposer un peu une nouvelle. Qui vous parle cet exemple? Vous avez d'autres exemples à formuler? Un autre exemple de représentation mentale qui se confronte à un moment à une autre réalité? Moi, je veux bien partager ce que c'est en lien avec mon expérience de ce matin au spa. Vas-y. Hier, je facilitais un atelier avec des collègues dans un casino pour les directeurs du groupe Partouche. Okay. Partouche, c'est du coup un grand groupe de casinos français. Et en fait, donc j'avais une certaine représentation des directeurs de casinos. Et on leur a animé tout un dispositif plutôt d'introspection et de connexion à soi pour pouvoir valoriser les talents de chacun. Et en fait, j'ai été bluffée par les valeurs qu'ils ont amenées, qui étaient des valeurs vraiment de bisounours en mode amour, cœur sur la main, bienveillance, écoute.
qui collait pas du tout avec les costumes qu'il y avait en face de moi et la représentation que je me faisais de ce monde-là. Mmh. C'est chouette aussi comme exemple parce que ça touche à la représentation qu'on a, nous, du public avec lequel on intervient, du contexte dans lequel on intervient et comment des fois, on en parlait avec Jérôme notamment hier, hein, comment des fois notre expérience de la vie, notre parcours fait qu'on arrive avec une certaine représentation mentale de la situation ou de la situation telle qu'elle doit être. Quand on intervient auprès d'une association et qu'on se dit il faut absolument l'accompagner vers la sociocratie parce que la sociocratie c'est génial, on arrive avec notre propre représentation mentale de ce que doit être une gouvernance dans une structure. Bonjour Bruno, tu vas bien? Ah il est reparti. Et du coup, on va enchaîner. Je vous propose de prendre un temps à 2 ou 3 pour répondre à la question, la deuxième, là, juste à côté du nuage de mots. Exprimer les représentations mentales, pourquoi faire? Dans nos contextes d'intervention, hein, pourquoi faire? C'est OK pour vous? Allez, tac, tac, tac. 2, 3, non. 3, 4 participants par salle. Une personne qui écrit, s'il vous plaît, les idées qui viennent. Et puis, du coup, c'est en mode chat, quoi. Les idées vont se coller les unes sous les autres sous la question de Klaxoon. À tout à l'heure. Pardon, Joris, on écrit dans Klaxoon ou on écrit sur… Ouais, regarde, je montre avec mon écran partagé. J'ai posé la question ici dans Klaxoon. Exprimer les représentations mentales, pourquoi faire? Tu double-cliques dessus et puis tu apportes les réponses ici. OK? C'est OK, ouais? Ouais, je te voyais pas, pardon. Je regardais Klaxoon. À tout à l'heure. Vous voilà de retour. Ça va, Bruno? Tu as pu trouver ta place dans le groupe? On a commencé à 10h30 du coup avec un petit tour de table, avec un début de travail sur tracer le périmètre du travail aujourd'hui et puis commencer à discuter de cette question des représentations. Si je regarde votre production, déjà en groupe, c'était en termes de confort de travail et puis d'efficacité, c'était quand même c'était OK, pouce en l'air, c'était moyen, c'était pouce en bas, il y a eu des choses difficiles, non? Pas de problème de connexion? OK, ça marche. Il y a pas mal de pouces en l'air, j'ai pas vu de pouces en bas. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Pourquoi finalement c'est important d'exprimer les représentations mentales? Ça permet de savoir d'où le groupe part, de connaître les autres, de s'appréhender, de comprendre ce que le groupe a compris du sujet. Donc, en effet, ça peut être au démarrage ou au bout d'un moment. Moi, quand j'interviens en facilitateur, animateur avec des conférenciers, conférencières, il y a un moment, je dis, enfin, je m'arrange avant, mais je dis à l'expert stop, là, est-ce que je peux interroger les gens? Et du coup, je demande aux gens, est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça fait changer l'image que vous aviez de ce sujet avec la technique des abacs, hein, je ne sais pas si vous connaissez, en amphi, je fais beaucoup ce genre de choses, ou d'autres techniques. Mais voilà, je rebondis sur ce que disait Jérôme, là, ce que tu as écrit en tout cas, la compréhension de ce que le groupe a compris du sujet, ça permet de travailler sur des notions de compréhension. Alors, est-ce que c'est de l'expression de représentation? Oui, c'est la représentation de ce que les gens ont compris. Pour se comprendre mutuellement, pour casser les préjugés qu'on aurait pu avoir sur le sujet, ça permet de synchroniser le groupe. Vous êtes d'accord sur cette idée que ça permet de synchroniser le groupe? Est-ce que l'expression des représentations permet forcément de synchroniser un groupe? Pas dans l'expression, après dans la construction après coup, mais dans l'expression même, c'est juste voir les disparités et les ressemblances. Et alors, s'il y a des disparités, est-ce que tu es en synchronisation? Non, ça En le fait, permet d'accepter, justement. Ça permet d'accepter l'autre tel qu'il est, en fait. C'est ça, ça permet parfois de faire le pas de côté entre ce qui est une croyance, ce qui est une opinion et ce qui est un fait. Et du coup, de repositionner, par exemple, le fait que, tiens, moi, je crois que le nucléaire est la seule solution qu'on a pour l'énergie, mais je vois que d'autres gens croient autre chose. Donc, peut-être qu'il existe différentes réalités, différentes
conviction et que du coup, on n'est pas sur le champ du fait scientifique établi, mais peut-être sur le champ de l'opinion. Et donc, ça permet de synchroniser sur la forme, de se dire on est dans un groupe où il y a du débat d'opinion, où il y a différentes représentations. Est-ce que c'est OK pour tout le monde d'accepter qu'il y a différentes représentations? Par exemple, moi, j'ai pas mal travaillé dans le domaine de l'accompagnement à la parentalité. On avait tout un travail au démarrage des séances pour que les gens expriment leur représentation sur la parentalité, ce que c'est qu'être un bon parent. On sortait très vite de ça, justement. Et pour se rendre compte que la définition de bon parent, il y en a autant que de famille. Et puis qu'entre vous, la définition que vous avez de qu'est-ce que c'est être un bon parent et puis la définition qu'en ont vos parents devenus grands-parents, parfois ça frite un petit peu. C'est une petite parenthèse, mais du coup, voilà, c'est intéressant de pointer le fait qu'il y a différentes opinions. Est-ce que c'est d'accord pour qu'on en discute? Donc, c'est là où peut-être moi je rejoins la question de synchronisation, mais synchronisation dans la diversité, quoi. Voir toute la richesse du groupe avec les représentations de chacun, exprimer ce qu'on pense vraiment et pas forcément ce que les autres ont envie d'entendre, plus d'authenticité, donc apprendre sur soi, facilitation d'exprimer un ressenti de manière accompagnée pour apprendre à mieux se connaître, mieux communiquer et s'entendre sur des représentations communes, avoir un échange à partir de là, pour sécuriser chaque personne, pousser à la créativité en fonction de l'univers choisi. Et vraiment, la question de la créativité, moi, je la trouve hyper intéressante sur la question des représentations. Pour accompagner quelqu'un à créer, il faut lui permettre d'aller au-delà de sa zone de confort, au-delà de sa zone de représentation, au-delà de son monde tel qu'il s'est construit. Donc, pour aller au-delà de son monde, il faut déjà qu'il le sache, quel est son monde. Donc, il le pose en disant, tiens, ça, c'est ma représentation. Ah, il y en a d'autres. Ah, bah, s'il y en a d'autres, je peux peut-être en construire une nouvelle qui n'est ni la mienne, ni celle des gens. Et donc, soit on construit ensemble, c'est le principe de la socio-construction, de la co-construction, soit je construis tout seul, c'est le principe de la créativité individuelle. Mais du coup, quand on est sur de l'accompagnement à une démarche créative, l'expression des représentations, elle permet de partir de quelque chose qui est confortable, qui est rassurant, auquel on peut revenir, mais ça permet voilà, d'en sortir à un moment. Tac, 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 mettre en complémentarité, polarité, enjeu dans le groupe, richesse, permet de communiquer au groupe une synthèse de RM, la représentation mentale de chacun, chacune, fluidifier le discours, clarifier les notions complexes, ou en tout cas accepter la complexité. Je ne sais pas si ça clarifie les notions complexes. On va parler d'écologie après. L'écologie, c'est un mot tarte à la crème, c'est une notion complexe. Est-ce qu'on va clarifier le mot? Je ne sais pas. Par contre, on va accepter la complexité et explorer la complexité. Important, ça permet de nourrir, avoir plein de perspectives sur un même sujet, projet, action, et puis conscientisation de nos représentations mentales pour pouvoir rendre compte de nos schémas et pouvoir co-construire. Merci. Peut-être question complémentaire. Qui ici, dans son action professionnelle ou bénévole, enfin je ne sais pas quelle est votre casquette, se considère comme un acteur ou une actrice éducatif ou éducative? Levez la main. Êtes-vous des acteurs et des actrices éducatives quand vous faites de la formation, de l'accompagnement social? Ça a l'air mitigé. Céline, par exemple, je me permets, Guézou, si tu veux passer, tu passes, tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est quoi ton métier, toi? C'est une bonne question. Ok. J'ai un titre de consultant Ok. en innovation et transformation. Donc là, je vais vous parler de social et de formation. Moi, j'ai fait un peu de formation, mais j'en fais plus beaucoup. Je fais de l'accompagnement en fait en transfo digital. Donc, j'accompagne les entreprises à développer leur activité en s'appuyant sur Internet. Et donc, quand tu interviens auprès d'une entreprise, tu interviens auprès des gens dans l'entreprise. Oui, et en plus en facilitation ou en coaching. Est-ce que les gens auprès de qui tu interviennes, ils apprennent des choses, ils évoluent dans leur savoir-être, dans leur savoir-faire, dans leur représentation mentale? Oui, c'est l'objectif. Et du coup, est-ce que tu es OK pour dire que vu qu'ils apprennent des choses à ton contact, tu es pour eux une actrice de leur éducation? Je ne sais pas si je suis actrice de leur éducation ou facilitatrice. Et c'est eux qui s'éduquent. Enfin, j'ai du mal avec le fait qu'on éduque des gens, en fait. Parce que c'est très connoté, école, etc. Ouais. Mais, ou est-ce que je crée les conditions pour qu'ils puissent... Est-ce que je crée les conditions pour qu'eux, ils puissent apprendre sur eux et apprendre sur les autres pour avancer?
Ça, c'est un principe de l'éducation nouvelle et il y a tout un tas d'enseignants à la maternelle, à l'élémentaire ou ailleurs qui font de l'éducation nouvelle, qui ne sont pas forcément là pour transmettre un savoir, mais pour mettre en place les conditions qui permettent de construire ce savoir. Et l'éducation nouvelle, elle existe depuis Socrate et puis Montessori, Mérieux, etc., etc. C'est pas nouvelle, hein. C'est pas nouveau et ça date pas uniquement de Céline Alvarez. Et du coup, sur cette question de mettre en place quelque chose où les gens apprennent, ça veut dire forcément, selon moi, hein, selon ma définition, qu'on agit sur finalement le parcours des gens, l'éducation des gens, ils grandissent à un moment. Et donc, je rajoute moi une réponse à la question pourquoi exprimer les représentations mentales, bah, pour leur permettre de vider le vase, pour que le vase il soit plus facile à remplir. Si les gens, sur un sujet, par exemple la gouvernance partagée, vous arrivez en leur disant « je vais vous expliquer la sociocratie », les gens, ça va leur couler dessus parce que le vase, il est plein de représentations mentales. Ils ne peuvent pas le remplir. Tandis que si vous leur dites comment vous fonctionnez, vous, c'est quoi votre organisation, c'est quoi une gouvernance partagée, c'est quoi la verticalité ou l'horizontalité, vous leur permettez d'exprimer leur représentation, bah vous les mettez en situation sécurisée pour qu'ils ouvrent le vase et qu'ils se disent « tiens, je ne suis pas en danger en ouvrant le vase, je sors de ma tête les représentations que j'ai et j'accepte de les modeler, de les reconstruire, de les interroger pour construire quelque chose de nouveau et remplir le vase. » C'est une vieille image, moi, qui me parle vraiment. On ne remplit pas un vase plein. Donc, il faut permettre à un moment aux gens de vider le vase, de poser les choses sur la table, de le travailler pour le re-remplir. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une action d'apprentissage. Alors peut-être apprentissage plus qu'éducation, Céline, je ne sais pas si ça te parlera plus comme mot, mais voilà, il y a vraiment cette raison-là. Moi, je n'arrive pas à bosser avec des publics, que ce soit en formation, en facilitation, en animation, en quoi que ce soit, sans passer par un moment où au moins je leur permets d'exprimer leurs représentations, leurs attentes, leurs ressentis, parce que du coup, ça nous connecte, ça leur permet de s'ouvrir et puis d'accepter finalement à un moment qu'il y ait quelque chose qui bouge, quoi. Vous l'accueillez comment, ça? C'est fumeux, ça vous parle pas? C'est comment à l'oral? Moi, je le fais toujours en début de formation, mais j'appelle plutôt ça identifier les savoirs qui sont dans le groupe, mais en effet, c'est ça. Et en les identifiant, tu permets finalement l'expression. Ouais. Les autres, ça vous parle pas trop, cette question finalement d'ouvrir le vase et de vider le vase? Moi, ça me parle pas mal, ouais, effectivement. Ouais. Le fait de pouvoir d'avoir de pas justement poser des représentations complexes et de permettre aux gens de s'exprimer sur leur propre organisation, sur leur propre sujet avant de poser, voilà, comme tu dis, la gouvernance partagée ou ces sujets-là. Justement, on se fait plein d'images derrière et donc c'est ça qui, après, quand on a des images qui se confrontent, on n'arrive plus à travailler ensemble aussi. Ah aussi, bah oui, parce que on s'en fait chacun une image. Pour certains, c'est la gouvernance partagée, par exemple, c'est super organisé. Pour d'autres, c'est quelque chose de super libre. Voilà. Mais sans avoir partagé ces images-là, on a du mal à avancer. Donc voilà. Carrément. Puis ça, du coup, c'est vraiment la question du conflit cognitif, hein. Permettre le conflit cognitif. Si on ne permet pas le conflit cognitif, on est sur un espèce de changement qui n'est pas consenti et sur lequel il n'y a pas de durabilité, d'inscription dans le temps, parce qu'en fait, on va revenir de manière élastique. Il y aura une résistance. Voilà, il y a une résistance qui fait qu'on revient de manière élastique à notre zone de confort ou à notre représentation mentale et on n'est pas dans l'évolution finalement. Donc pour ceux que ça intéresse, moi je fais, parce que c'est mon métier de base aussi, hein, les sciences de l'éducation, je fais quand même pas mal de parallèles entre les sciences de l'éducation et la facilitation, la formation, etc. Je vois dans le chat, j'avais pas vu le logiciel, je dis c'était quoi le logiciel dont je parlais? Judith? Ouais, je sais plus, c'est un logiciel où tu disais que tu pouvais agglomérer plusieurs outils au même endroit, collaboratif. Webex. Webex, merci. Webex, je crois. Ah, Webex, ouais. Webex, c'est l'outil de visio avec Zoom qui fonctionne le mieux pour l'animation participative et c'est beaucoup utilisé par les collectivités territoriales et les universités. Et il y a une version gratuite qui est tout à fait OK. D'ailleurs, je crois que c'est largement gratuit. Ouais, ça fonctionne vraiment bien.
Il y a juste un ou deux petits trucs. On ne peut pas changer les prénoms des gens quand ils s'inscrivent. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Mais l'alternance grand groupe, petit groupe marche bien. Il y a les sondages qui marchent bien. Il y a un intérêt aussi avec Webex, c'est que quand vous vous connectez en tant que participant, bah, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'animateur, l'animatrice soit là. Donc, vous rentrez directement dans la réunion. Il y en a d'autres qui arrivent. Et puis, l'animateur arrive à 9h moins 1. Vous n'avez pas patienté dans la salle d'attente. Vous êtes présent. Et puis, à tout moment, avec le code organisateur, vous pouvez reprendre le rôle d'organisateur. Enfin, c'est vraiment chouette. Voilà pour l'intro et la délimitation du périmètre. Aurélie, je me permets de t'interpeller. Tu disais que tu ne voyais pas trop de quoi ça parlait et où on allait. Est-ce que c'est un peu plus clair ou est-ce que c'est encore plus fumeux? Non, c'est clair. Et puis là, ça me parle bien parce qu'on a, je reprends ce que tu as dit là tout en dernier sur la gouvernance partagée. Où on a essayé d'introduire la gouvernance partagée. Enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était exactement, mais on avait la chance d'avoir 2 personnes qui proposaient de mettre à disposition ces outils dans un groupe. Et du coup, j'ai fait un peu l'intermédiaire en disant, est-ce que vous voulez bien qu'on essaye ça? Et donc, les 2-3 personnes qui étaient leaders, donc en vertical, hein, du coup, on dit d'accord, on vous fait confiance et tout. Et puis on a fait une séance. Et en fait, je pense que du coup, on n'a pas vidé le vase. Et du coup, ça a l'air d'être un conflit cognitif. C'est entre plusieurs personnes ou c'est entre soi et soi? Parce que du coup, ça avait l'air d'être ça. Le conflit cognitif, c'est une personne. Après, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui confrontent leur représentation, on peut être soit sur un espèce de choc interculturel ou conflit interculturel si la question c'est vraiment de la culture professionnelle ou de la culture plus largement, etc. Ou c'est simplement du débat en fait, c'est du débat d'opinion. Mais le conflit cognitif, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête quand ma représentation du monde est confrontée à une autre représentation que j'ai en expérience sensible, soit parce qu'on m'en parle, soit parce que je le vis, etc., etc. Tu vois, si par exemple tu as l'impression, je pense à des jeunes élèves qui sont en échec scolaire, de servir à rien, que de toute façon je ne sais pas apprendre, je suis nul, etc., etc. Puis tu fais une expérience par exemple de sport où tu es en réussite par rapport aux autres et où les collègues et le prof valorisent ce que tu fais, bah là, tu rentres en conflit cognitif parce que tu pensais que tu étais nul et puis tu te rends compte que tu n'es pas nul. Donc finalement, vu que tu n'es pas nul quelque part, bah, ça veut dire que globalement, peut-être tu n'es pas nul et que c'est peut-être la manière dont elles sont enseignées les maths et le français qui ne sont pas adaptés à tes besoins à toi. Et bref, tu vois, c'est vraiment ça le conflit cognitif. C'est, tiens, ça ne fonctionne pas comme je pensais que ça fonctionnait. Et après, il y a plusieurs réactions par rapport au conflit cognitif. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, la notion de cerveau reptilien, de réflexe qu'on a par rapport à la nouveauté. Mais en gros, si vous arrivez en courant avec des clochettes comme ça face à un ours, qu'est-ce qu'il fait l'ours? 3 possibilités. Fuite, sidération. Il est sidéré, il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou il attaque. Ouais. Et du coup, ça, c'est un réflexe archaïque face à la nouveauté. Et quand vous parlez à quelqu'un qui, par exemple, est persuadé que le monde est gouverné par les reptiliens et que Michael Jackson est encore vivant, et que vous arrivez avec une proposition de représentation qui n'est pas tout à fait ça, la personne peut être en fuite, dire je ne veux pas en parler, être en attaque en disant n'importe quoi, etc. Mais va peut-être potentiellement être en difficulté pour rentrer dans une réflexion avec vous, un débat avec vous qui va lui permettre d'être en conflit cognitif. Alors là, avec quelqu'un qui est enfermé dans la théorie du complot, on est sur quelque chose d'un petit peu extrême, et on l'a vu sur des sujets d'actualité récemment, c'est difficile la discussion avec ces personnes-là, et parce que peut-être on n'a pas un cadre commun d'accord pour faire évoluer nos représentations mentales. Hein. Quand quelqu'un arrive en étant persuadé et qui ne vient pas pour discuter, ben, le conflit cognitif pour la personne, il ne se fait pas, et le débat, il ne se fait pas. Donc, il y a vraiment une question de se mettre d'accord sur c'est quoi le contrat de groupe, c'est quoi le contexte, c'est quoi la sécurisation, et si on est OK, on y va. Et d'ailleurs, je vous montre rapidement j'étais où? J'étais sur ici. Non, j'étais pas ça, c'est cet après-midi. Je suis paumé. Là. Ah oui, il s'appelle Je mon mur, j'ai oublié, parce que c'était un groupe avec qui j'avais bossé, qui bossait sur la mucoviscidose et l'accompagnement thérapeutique du patient. Du coup, sur le mur, là, j'ai mis une petite fiche qui s'appelle la démarche épique, que j'avais formalisée, c'est pas inventé, hein, ça vous retrouverez dans plein de modèles d'éducation. La démarche épique, c'est selon moi un exemple de démarche qui marche bien pour mettre en place les conditions
de l'expression des représentations et accompagner leur évolution. Vous intervenez avec un groupe qui est persuadé que le seul système qui peut fonctionner, c'est punition-récompense dans mon entreprise, et vous voulez mettre en place autre chose qui est plus proche de la valorisation, de la responsabilisation, du compliment descriptif, etc., etc. Et bah, du coup, la démarche EPIC, elle dit, permettons à chacun, chacune d'exister dans le groupe, eux comme exister, de participer, c'est-à-dire d'être pleinement participant et de reconnaître les autres comme participants, d'interroger, donc participer et notamment participer en exprimant ses représentations, d'interroger ses représentations et celles des autres, et seulement au bout d'une heure ou deux ou d'un jour ou deux, de construire, de co-construire. Mais du coup, voilà, si vous voulez, vous pouvez la reprendre, cette démarche, vous pouvez télécharger le document, mais c'est vraiment ça, c'est déjà comment je permets aux gens d'exister, comment je mets en place un cadre de participation sécurisé, comment j'accompagne la création des conditions de la participation, puis ensuite, je peux permettre aux gens d'interroger, d'exprimer des représentations, et enfin, de co-construire un système nouveau de gouvernance, de cadre de travail, de notions, etc., etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on teste un petit peu entre nous, il nous reste 37 minutes, une expression de représentation, une évolution de ces représentations et une évaluation de l'évolution de ces représentations. On va le faire sur le sujet de l'écologie. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est moyen? Ou est-ce que c'est une objection pour vous parce que parler de ça va trop vous bousculer, vous faire du mal? Donc avec le pouce en l'air, est-ce que c'est OK pour vous de parler d'écologie? Est-ce que c'est moyen? Est-ce qu'il y a une objection forte? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'objection. S'il y en a... Pardon, Bruno? C'est pouce en l'air si c'est OK pour toi de parler d'écologie, moyen si c'est le moyen cas, et pouce en bas si vraiment tu as une objection, que ça te rend la participation difficile dans le groupe de parler d'écologie. Ce que je vous propose du coup, c'est... qui ne connaît pas Jumpboard, levez la main. Tout le monde connaît? Non, il y en a qui ne connaissent pas. C'est l'outil de Google pour des post-it. Deux avantages à Jumpboard, c'est que c'est par diapo. Donc, en fait, tu crées tes diapos, un peu comme sur un diaporama, et les gens, au fur et à mesure, vont pouvoir venir mettre des post-it de l'image. Ça, c'est un post-it. Vous voyez, hein, je suis en train de partager sur Facebook. Non, pas Facebook du tout, sur Zoom. Donc, vous pouvez, par exemple, rechercher une image directement sur Internet ou sur votre ordinateur, l'intégrer très rapidement sur votre diaporama. Et en fait, c'est intéressant d'avoir plusieurs diapos pour pouvoir suivre une progression. Et ça permet aux gens, s'ils le veulent, vous êtes à la diapo 4 en partage d'écran, eux, ils peuvent revenir sur la diapo 1, mettre des post-it, etc. Donc, ce que vous allez faire, c'est que le groupe 1 de Zoom va bosser sur la diapo 2. Là, on va mettre le groupe 2. Ensuite, on va mettre le groupe 3. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est dans un premier temps, dans un coin de la diapo, chacune individuellement, d'exprimer en quelques mots et en une ou deux images à quoi ça vous fait penser ce mot écologie. À quoi ça vous fait penser? En un post-it ou deux, en une image ou deux, vous faites votre petit coin. Ensuite, deuxième étape, vous en discutez à trois et au centre, vous construisez un espèce de patchwork des représentations dans ce qu'il y a dans votre groupe, qui soit un patchwork individuel ou une construction collective du mot écologie. Et ensuite, on se présentera les représentations, on débattra avec une méthode de débat mouvant, on reviendra pour voir si vous avez envie de faire évoluer vos représentations. Est-ce que c'est clair en termes de consignes? Pouce en l'air si c'est le cas. Moyen, pouce en bas. Ouais, Hélène, vas-y. Est-ce que tu nous mets un lien pour rejoindre le Jamboard en question ou... Yes. Alors, ne soyez pas étonnés si vous vous demandez quelle est l'adresse mail avec laquelle j'ai partagé. Je ne sais pas pourquoi je suis connecté sur une adresse mail bizarre. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Le voilà. Donc, allez-y, connectez-vous et je vous mettrai en groupe après. Ah, je vois que Licorne Anonyme m'a rejoint. Google vous attribue des petits noms, Mouflette Anonyme, Guépard Anonyme, Dauphin Anonyme. Vous pouvez venir en diapo 2 pour faire des essais, si vous voulez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jumpboard, de création de post-it, d'intégration d'images, de dessin. Pour ceux et celles qui font de la facilitation graphique, Jumpboard, c'est super parce qu'il y a plusieurs niveaux de crayon. Il y a des trucs qui peuvent permettre de surligner, de faire un peu en mode peinture, et c'est beaucoup mieux que Klaxoon, par exemple.
Padlet. Donc, venez en diapo 2 pour... Ah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le débat mouvant. Venez en diapo 5, s'il vous plaît, pour me créer un post-it avec votre prénom uniquement. Donc, au-dessus des diapos, vous avez deux petits rectangles avec des flèches et vous pouvez créer votre post-it avec votre prénom. Donc, je vois Jérôme, Judith et Sarah qui nous ont rejoints. Vous pouvez tordre vos post-it, enfin les pencher, vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire plein de choses. Donc, on est en diapo 5 sur Jamboard et je vous demande, s'il vous plaît, de créer votre prénom. J'ai pas compris, Joris, où tu crées le post-it? Dans la barre des tâches à gauche, dans le Jamboard, tu as en 4e position un truc qui s'appelle Pense-Bête, c'est le post-it. Ah oui, ok. Alors, Cédric, Eric, Jérôme, Sarah, j'ai des fourmis dans les pieds. Hélène, Judith. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'attends encore Bruno, je crois. Bruno, tu arrives à créer ton post-it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a deux qui n'ont pas encore créé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, les deux qui n'ont pas créé leur post-it, vous essayerez de voir avec le groupe dans lequel vous êtes si quelqu'un peut vous débloquer. Donc, on utilisera le débat. Redis-moi, Bruno, pardon. On va dans quel groupe? J'ai pas compris. Dans quel groupe? Dans quel groupe? Ah, je vais vous répartir dans les groupes. Du coup, je vous répartis dans les groupes. Le groupe 1 trouve sa diapo, le groupe 2 trouve sa diapo. Au début, vous prenez 2 minutes pour exprimer en 2-3 post-it et 2-3 images dans un coin de la diapo votre propre représentation qu'il y a autour de ce mot écologie. Dans un second temps, quand c'est OK pour les 3 ou 4 personnes du groupe, vous choisissez, vous discutez pour faire une représentation commune au centre. Et ensuite, on se retrouve, on débat et on voit comment les représentations ont évolué. C'est parti, je mets en place les mêmes groupes que tout à l'heure, des groupes de 4 ou de 3. Vous êtes invités sur Zoom à rejoindre un groupe de travail. Donc là, il faut revenir sur Zoom. Aurélie, tu es avec nous? Et donc là, je vais aller vérifier que les gens soient bien là. Donc, je vois qu'ils sont au travail. Le groupe 1, c'est bon. Le groupe 2, c'est bon. Et le groupe 3, ça a l'air bon aussi. Et Aurélie a rejoint le groupe de travail. Alors, vous voilà de retour. J'espère que ça s'est bien passé dans les groupes. On accueille Lydia qui était sur l'heure anglaise et qui du coup a eu un petit décalage. Je pensais que ça commençait à 11h30. On l'accueille aussi bien que possible. Elle se raccrochera aux branches. Je reformulais un petit peu certaines choses avec elle. Je vous propose la reformulation. C'est marrant parce que c'est quand on fait de la formation, de l'animation de l'atelier qu'on explique aux gens des choses, en tout cas qu'on essaye, qu'on comprend le mieux les choses. Je trouve. Moi, ça m'a permis de mieux comprendre aussi, donc je vous le reformule. Et c'est vrai que cette question de l'expression des représentations, je trouve ça vraiment important d'arriver à poser un cadre
qui permet la sécurisation pour que les gens puissent rentrer en introspection, en auto-empathie, avec ce mécanisme de conscientiser mes représentations, de les organiser pour qu'elles soient possibles à exprimer, et donc de poser ensuite un cadre qui permet l'expression de ces représentations dans le groupe, sans jugement, sans attaque, pour voir qu'il y a de la pluralité, qu'on a chacune notre réalité, et puis de voir que on peut rentrer dans du débat, voire de la co-construction, ce qui sont deux choses différentes, avec deux intentions différentes. Quand on est sur de l'expression de représentation, par exemple, hier, lorsque les candidats et candidates à la présidentielle sur le plateau de TF1 exprimaient leur représentation du monde et leurs arguments, l'idée n'était pas qu'ils co-construisent à 8, c'était l'idée de faire coexister dans une seule émission télé différentes représentations pour que les gens se fassent un avis. Donc il y a différents cadres, il y a le cadre d'expression des représentations pour du débat ou de l'expression des représentations pour construire les conditions de la co-construction derrière. Je fais un parcours rapide, mais comme je disais avec Lydia, je trouve que c'est assez marquant ce qui se passe là sur le groupe 2. Il y a une personne, c'est vraiment futur, la représentation. C'est le futur, c'est un enjeu fort, etc. Il y a quelqu'un, c'est un sujet tabou, clivant, conflit intérieur, extérieur. Pour quelqu'un, c'est la notion de prendre soin de bien-être. Et à quelqu'un, c'est une notion de responsabilité, et puis aussi voilà d'autres choses. Mais on voit bien qu'en termes de représentation, on a des champs sémantiques qui sont pas les mêmes, on a des vécus qui sont pas les mêmes. Enfin, vraiment, vous voyez que ce mot, il provoque des expressions très différentes. Là, dans ce groupe, donc on a des choses qui sont voilà très nature, prise de conscience, source de travail. Là, on a la nature, l'alimentation, la biodiversité. Là, on a des choses qui sont déjà de l'ordre du concept, homéostasie, équilibre, résilience, du concept de l'action, de comment on interagit avec ça. Et puis, vous avez essayé de faire une espèce de patchwork de choses communes avec développement durable, enjeux, résilience, prise de conscience, mobilité. Je vais un petit peu vite, mais je fais une présentation diagonale. Dans le groupe 3, on voit qu'il y a prendre soin de soi des croissances dans un coin, dans un autre ajustement, équilibre, évolutif, système. Donc, vous voyez cette idée un petit peu de recherche d'un point d'équilibre. D'un autre côté, pour quelqu'un, c'est militantisme, zone de confort. Et puis, un patchwork, vous avez trouvé résilience, régulation, choix conscient. Ce qui se passe et qui doit se passer, c'est ce qu'il y a de mieux pour le groupe, etc. etc. Je ne fais pas d'analyse, je vais vite sur la présentation. Je vous propose qu'on ait quelques points de débat et qu'ensuite on revienne sur vos représentations pour voir si elles évoluent. Lydia, tu peux nous rejoindre en diapo 5 du comment ça s'appelle, du Jamboard. Et puis mettre ton prénom. Je ne vois pas ton prénom, Bruno, pour le moment, je le mets moi. Ouais. Tu me diras si tu arrives à le déplacer, tu le déplaces, sinon je le déplacerai pour toi. Je vais faire 2-3 phrases et vous mettez votre prénom vers d'accord si vous êtes d'accord, pas d'accord si vous n'êtes pas d'accord. Donc là, il faut être sur Jamboard pour pouvoir le faire. Du coup, première phrase, écologie, c'est avant tout une question de protection de l'environnement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je le refais. Écologie, c'est avant tout une question de protection de l'environnement. Donc, allez-y, positionnez-vous. Donc, on voit Céline, par exemple, qui très clairement se met du côté pas d'accord, et on voit qu'on a une majorité de gens qui sont du côté d'accord. Donc, vous voyez, cet exercice de débat mouvant permet de manière rapide d'avoir l'expression des représentations sur un sujet, l'expression des avis de tout le monde en même temps. Alors, Lydia, là, tu as créé un texte dans la barre des tâches à gauche, le 4e en partant du haut s'appelle pense-bête. Si tu cliques sur ce pense-bête, ça te permettra de créer un post-it. Céline Guez, ou je ne sais plus, pardon, ton nom de famille, pourquoi toi, tu n'es pas d'accord avec cette question de l'assimilation de l'écologie à la protection de l'environnement? On va dans quelle phase? C'est la diapo 5 dans Jamboard. Céline, pourquoi tu n'es pas d'accord, toi? Pour moi, la protection de l'environnement, ce n'est pas une discipline. OK. Ça doit être naturel, on est complètement intégré en fait. Okay. Et pour moi, l'écologie, c'est une discipline, c'est l'étude des interactions c'est l'étude des interactions des écosystèmes en fait. OK, ce qui est la définition qu'on retrouve dans le Larousse. L'écologie, c'est l'étude de la définition des interactions entre les parties d'un système dans un système.
OK. Alors, du coup, je vais faire une autre phrase, à moins que quelqu'un qui était du côté d'accord, par exemple Lydia, comme ça te permet aussi qu'on t'entende dans le groupe, si tu veux bien. Pourquoi toi, tu es plutôt d'accord pour assimiler écologie et protection de l'environnement? C'est vrai que ça me paraît être plutôt logique. L'écologie, ça a trait à prendre soin de l'environnement, des écosystèmes naturels, humains. Mmh. Voilà, je vois le lien directement. Mais... OK. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je tente une autre phrase du coup pour vous faire vous positionner. Les questions environnementales ont pris en otage la question de l'écologie qui est beaucoup plus globale et dans laquelle on trouve des dimensions sociales, environnementales, économiques, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ou pas d'accord? Je vous le refais, la question environnementale a pris en otage le mot d'écologie, l'a détourné, alors que l'écologie a des dimensions beaucoup plus plurielles, et notamment économiques, sociales, culturelles, etc. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Bruno, tu n'es pas d'accord? Tu arrives à déplacer ton post-it maintenant? Bon, je me permets d'enchaîner. Donc, en tout cas, il y a pas mal de monde d'accord. Céline, tu n'es pas d'accord encore ou c'est que tu n'as pas déplacé le post-it? Céline, C'est pas la même pardon. Céline. Oui, ton micro est coupé. Pardon, du coup, oui, effectivement, alors c'est pas la même Céline. Et en fait, pas d'accord, mais c'est parce que c'est lié à ma représentation de la dimension environnementale. Et pour moi, la dimension environnementale doit prendre en compte, de toute façon, la question sociale, la question économique. OK. Donc pour moi, en fait, ça rejoint la notion d'écologie. Donc c'est simplement une différence d'interprétation pour moi, voilà, la dimension environnementale finalement rejoint tout ce qu'on met dans la notion d'écologie. OK. Quelqu'un veut réagir à ce qu'a dit Céline? Vous pouvez tout à fait au fur et à mesure pour repositionner votre post-it. C'est vraiment un des intérêts du débat mouvant, c'est de voir en direct l'évolution des représentations. Moi, je me souviens notamment d'un débat sur pour ou contre la peine de mort avec des lycéens, où ça allait un petit peu fort en termes d'expression de représentation et puis de débat. Et des fois, on voyait vraiment, alors déjà, on le voit sur la tête des gens, des fois, ils se figent comme ça, ils disent « Ah ouais, j'y avais pas pensé », ou débat sur pour ou contre le nucléaire en collège, c'est très rigolo. Donc, on voit sur la communication non verbale déjà du visage et tout ça, des choses qui montrent qu'il y a du conflit cognitif. Et puis, le débat mouvant permet aux gens d'avancer d'un mètre, de reculer d'un mètre, de se repositionner et de voir finalement l'évolution de ces représentations mentales sur un sujet donné. Je fais une dernière phrase, je vois qu'il est 11h50, je ne voudrais pas trop dépasser midi, sur cette question de l'écologie. L'écologie ne devrait pas être un parti politique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? L'écologie ne devrait pas être un parti politique, si on estime qu'elle l'est. L'écologie ne devrait pas être un parti politique. Ne devrait pas être un parti politique ou... Non, je le garde comme ça, sinon si je reformule, je vous perds. Alors, je vois Sarah qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Vous voyez, ça permet aussi très rapidement d'identifier les opinions minoritaires et puis de leur donner la parole parce que ce n'est pas facile des fois. Alors là, on est dans un cadre précis, mais des fois, ce n'est pas facile d'exprimer une opinion minoritaire, surtout si symboliquement, on n'existe pas dans le groupe depuis le début. Sarah, pourquoi tu n'es pas complètement d'accord avec cette idée? Comme je le vois plus comme les dynamiques un peu complexes de l'environnement, etc., je vois pas en quoi ça serait un parti à part entière, ça devrait être intégré partout dans tous les partis, dans ce cadre-là, mais un parti à part entière sur l'écologie, pour moi, c'est limite... c'est pas forcément pour autant que ce serait pas mon parti préféré à l'heure actuelle, mais c'est plus... quelque part, ça résonne pas trop, quoi, que ça soit un parti à part entière. En fait. Mais du coup, tu es plutôt d'accord avec l'idée que ça ne devrait pas être uniquement politique, l'écologie, c'est ça? Oui, que c'est Okay. quelque chose de fond sur lequel on se base, de comprendre les systèmes dans lesquels on vit, en fait, mais dans l'éducation depuis le début. Du coup, je pense que ton post-it est plutôt du côté d'accord. Et vous voyez, quand on fait du débat mouvant, il faut éviter les négations. Là, j'ai fait une négation et du coup, on s'y perd avec la double négation du pas d'accord. Donc, je vois vous êtes quand même plutôt nombreux à être d'accord avec le fait que ça ne devrait pas être un parti politique ou que sais-je. Cédric, tu es un peu au milieu du gué. Toi, t'en penses quoi?
Bah justement, je suis au milieu du gué. C'est une question qui est fondamentale actuellement et quand on voit les perspectives données par les jugements objectifs, on se rend compte qu'on court à une possible catastrophe. Après, je ne sais pas si la meilleure manière de faire prendre conscience, c'est d'en faire une question politique, mais plutôt une question globale. Ok, Donc c'est pour ça que je suis au milieu du gué. ça marche. Mais je suis d'accord pour en faire un parti politique, mais ça me dérange que ça devienne un leitmotiv à part entière repris par les politiques, quoi. Ok. J'arrête là sur la question du débat mouvant. Je vais revenir sur vos représentations de Jamboard, puis on va se diriger vers la conclusion de l'atelier. Technique de débat mouvant en ligne avec des post-it, il y en a qui n'avaient jamais fait. Levez la main si c'est le cas. Oui, Magali, Hélène, Céline, du coup, ça vous parle un peu? Ça marche bien, hein, vous voyez, il faut juste voilà, se pencher un petit peu plus sur la méthode si on ne la connaît pas. Il existe le débat mouvant binaire comme on l'a fait, orthonormé, en 4 coins, centrifuge, il existe différents débats mouvants. Le principe est bien de permettre une première expression type brainstorming pour voir un petit peu, pour permettre l'expression de ces représentations avant de rentrer dans du débat, et on revient sur notre sujet d'atelier, et puis de préparer vos phrases. Sur les 50 premiers débats mouvants que vous animez, préparez vos phrases à l'avance. C'est-à-dire que imaginez que vous interveniez sur un conseil de quartier sur la question de la participation citoyenne. Vous savez avant d'arriver, si vous avez étudié un petit peu le contexte, quelles sont les questions qui se posent. Est-ce qu'il y a une représentativité des gens qui s'engagent? Est-ce que la gouvernance du conseil de quartier est à peu près équitable? Est-ce qu'il y a une manipulation de la part de la commune? Est-ce qu'il y a une vraie marge de manœuvre? Ça fait déjà 4 sujets, à mon avis, qui sont des problématiques qu'on retrouve dans beaucoup de conseils de quartier. Vous identifiez les problématiques, vous transformez ces problématiques en phrases affirmatives hyper tranchées, du style « le conseil de quartier est sous la tutelle de la mairie ». Puis vous sécurisez le truc, hein, vous dites « je ne suis pas pour ou contre la mairie, pour ou contre le conseil de quartier, je suis juste là pour vous faire réagir, je fais une phrase tranchée, ce n'est pas mon avis ». Mais vous identifiez les problématiques, vous faites des phrases tranchées, et puis vous faites réagir les gens avec vos phrases. Et puis au bout de 30, 50 débats mouvants que vous animez, vous pourrez peut-être un petit peu plus improviser, mais je vous conseille de ne pas trop le faire au début. Et ces outils en visio permettent de le faire de manière assez efficace. Vous pensez que les autres, et puis les 4 aussi, mais que ce genre d'outils de débat mouvant permet d'accompagner un petit peu l'évolution des représentations et puis de visualiser l'évolution des représentations? Ouais, Céline dit oui. Vous en voyez d'autres qui permettent ça? Moi, je fais souvent je fais faire les gens des posters en groupe. Ouais, ok. Je passe par cette phase-là aussi, mais du coup, comme ça, ils ont des temps d'échange et après, ils construisent une représentation qu'ils partagent avec un autre groupe. Et je fais faire des travaux comme ça, itératifs, pour se réapproprier tout ça. Et le Word Café aussi, je trouve, permet de se réapproprier des choses. Carrément. Et donc, selon les outils, il y a vraiment des outils d'expression, des outils de mise en débat, de co-construction. Technique de Delft, par exemple, c'est intéressant aussi. Et du coup, ça dépend un petit peu selon l'objectif qu'on a, quel outil on utilise. Les outils dont tu parles, Céline, me parlent beaucoup. Le débat mouvant est un petit peu à la rencontre à la fois de l'expression des représentations, je me positionne, et du suivi de l'évolution. Je vois les gens qui bougent au fur et à mesure de la discussion. Là, je suis allé très vite, hein, mais j'aurais pu m'arrêter pendant un quart d'heure sur le sujet écologie politique, et on aurait pu voir au fur et à mesure vos post-it qui bougent au fur et à mesure des phrases. Je reviens sur les premières... Vas-y, Bruno. Je pense que le débat mouvant permet l'expression et ça. J'ai pas compris, redis-moi. Le débat mouvant. Oui. Permet l'expression et en deuxième fois. Tu veux dire quelles sont les grandes catégories de débat mouvant, c'est ça? Non, le débat mouvant permet l'expression des gens et ça, je n'ai pas entendu. Tu peux me l'écrire, Bruno, parce que je suis désolé, j'arrive pas. Je pense qu'il n'a pas compris la deuxième chose que tu as dit. Tu as dit le débat mouvant permet de et permet de. Le débat mouvant permet d'exprimer des représentations. Je me positionne avec mon post-it où je suis d'accord, pas d'accord, ça me parle pas, je le vis pas. Et puis, il permet de suivre en fait l'évolution de ces représentations.
Si par exemple, j'accompagne un habitat groupé et puis que je suis sur un débat orthonormé avec c'est efficace, c'est pas efficace, c'est confortable pour moi, c'est pas confortable pour moi, et que je parle de gouvernance partagée et que les gens pensent que c'est efficace mais pas confortable, et puis qu'on débat et puis que je vois quelqu'un qui reste dans c'est efficace mais qui migre de c'est pas confortable pour moi à c'est confortable, bah, je me rends compte que sa représentation, en tout cas son positionnement par rapport au sujet, est en train d'évoluer. Je le vois visiblement parce qu'il se déplace physiquement ou il déplace son post-it. On ne va pas forcément avoir le temps, comme je l'avais envisagé, de revenir en petits groupes. Du coup, ceux qui étaient dans le groupe 1, est-ce que le débat qu'on a eu vous permet de faire évoluer un petit peu on va le faire autrement, on va le faire beaucoup plus librement. Souvenez-vous de ce que vous avez mis sur Jumpboard, et je pose la question à tout le monde en même temps. Est-ce que le débat mouvant qu'on a fait vous permet de faire évoluer vos représentations? Et si oui, comment? Oui, moi je veux bien. Vas-y Magali, merci. J'étais dans le premier groupe, alors tu as décrit qu'on avait en fait chacun des avis tranchés, mais en fait, pour tout te dire, on a rassemblé nos post-it. Donc au final, l'espace commun n'était pas au centre du cercle que tu as créé, mais il s'est retrouvé dans nos petites patates. Du coup, moi, ce que ça m'a permis en très peu de temps, c'est de peut-être rajouter la notion politique. Je n'étais pas dans cette dimension-là. Dans ma réflexion personnelle, j'étais beaucoup plus sur l'écologie intérieure, le lien entre notre environnement et nous-mêmes, le fait qu'il n'y ait pas de barrière entre les deux et qu'on ait cette conscientisation que nous sommes la nature et que du coup, si on la respecte, on se respecte et vice-versa. Et là, le fait qu'on ait pu rapidement faire un débat mouvant sur ce sujet, ouais, ça m'a permis d'ouvrir sur la question politique, de transition aussi sociétale, environnementale, etc., que je n'avais pas forcément eu au premier abord tout de suite. Ok. Et du coup, merci pour ce témoignage. Après, bien sûr, il y a la dimension de temps. Là, en un quart d'heure, c'est pas en un quart d'heure qu'on fait évoluer des représentations mentales vraiment de manière profonde. Donc, on est sur quelque chose de très superficiel. Mais je voulais en tout cas vous montrer comment on peut partir de représentations individuelles, en discuter à trois et voir ce que ça pouvait provoquer déjà sur vos représentations, au moins la délimitation de ces représentations. Comme tu le dis, Magali, je n'avais pas pensé à cette dimension politique-là. Puis ensuite, avec une technique de débat mouvant, voir comment ça pouvait encore faire évoluer les choses. Là, c'est un atelier pratico-pratique en ligne pour vous montrer comment on peut utiliser les outils numériques pour ça. Mais bien sûr, prenez plus de temps si vous voulez vraiment faire accompagner les gens dans l'évolution de leur représentation. Hélène, tu voulais faire un petit témoignage? Du coup, moi, je n'ai pas forcément fait le lien parce que peut-être j'étais absorbée parce que j'ai écrit, puis repartir, et puis écouter, etc. J'ai pas fait tout de suite le lien, en fait, que tu voulais que, suite, en fait, à ce débat mouvant, qu'on commence à se réinterroger sur ce qu'on venait de poser sur la slide. C'est après, quand tu as dit « Ah mince, on n'a pas eu le temps », je dis « Ah d'accord, l'idée, c'était de ça ». Donc, j'ai été un peu perdue, mais peut-être parce que c'était très rapide et que le temps que je comprenne, que je me mette dans l'exercice, puis que je reparte. Voilà, c'était juste cette remarque-là. Et donc, je me dis que si je dois le refaire, soit avoir le déroulé complet pour bien comprendre comment on fait, où est-ce qu'on emmène le groupe, soit vraiment prendre le plus de temps, parce que c'est vrai que c'était super rapide. Oui, carrément. Et c'est ce qui fait la différence entre une formation où on forme des gens à accompagner les gens dans l'expression et l'évolution de leur représentation, puis un atelier visio où finalement on met un peu le doigt sur les outils pour dire tiens, oui, cet outil peut être intéressant. Mais c'est vrai que ce sujet, si vraiment vous voulez aller plus loin, je ne sais pas si des organismes de formation en ce moment proposent des formations dessus, mais ça vaut le coup potentiellement d'y passer un petit peu de temps parce que rien que la notion de conflit cognitif et quelle posture on a pour accompagner le conflit cognitif, ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps. Et après, Hélène aussi, si tu accompagnes des groupes dans l'évolution de leur représentation, il y a vraiment aussi la notion de digestion. C'est bien de le faire en fait en plusieurs séances. Moi, j'aime bien quand je fais une formation sur 3 jours, faire 2 jours, laisser 2 semaines aux gens, puis refaire une journée. Et entre le lundi, mardi jusqu'à 17h mardi, l'environnement mental dans lequel les gens sont sur le sujet le mardi 17h et le vendredi quand je reviens à 9h, les choses ont évolué parce que déjà, c'est pas tout le monde pareil, c'est pas linéaire, l'évolution cognitive, et donc, il faut laisser le temps aux gens de digérer. Des fois, ils passent la nuit dessus, vous savez, cette expression « je passe la nuit dessus ». Ils passent la nuit dessus, puis ils se réveillent en disant « Ah ouais, d'accord, ah oui, du coup, ça fait sens, et du coup, ça fait évoluer un peu mes représentations ». Ok. Pour conclure, 2-3 petites choses. Si on avait passé la journée ensemble, je vous aurais montré aussi un autre outil qui est
une approche un petit peu en sociogramme de la question des représentations mentales. C'est-à-dire qu'on aurait pu sur Padlet créer tout un cercle d'images qui représentent des choses sur un sujet. C'est-à-dire, je vous aurais dit, allez-y, créez des post-it, on va parler de la liberté de la presse, créer plein de post-it sur cette notion de la liberté de la presse. Et ensuite, où est-ce que vous vous positionnez si vous pensez à la liberté de la presse en France, à la liberté de la presse il y a 100 ans, la liberté de la presse dans 10 ans, la liberté de la presse en très local, votre liberté d'expression sur Internet. Et du coup, au fur et à mesure, on verrait les prénoms se positionner sur différentes images. Donc, ça permet de faire un peu une imagerie en sociogramme. J'aurais pu aussi passer par la question, enfin, des boards qui sont tout faits sur Klaxoon, comme celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est la stratégie créative de Walt Disney. Parce que pour aider les gens à exprimer leur représentation et à faire un pas de côté pour voir les choses autrement, les 6 chapeaux de Bono, par exemple, ou la stratégie créative de Walt Disney sont intéressantes. Si, par exemple, je vous dis, bon, là, pour votre habitat groupé, vous allez habiter tous les 10 ensemble, si on rêve un peu, sans aucune limite de contraintes techniques, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans? Si on est très réaliste et pragmatique en mode ordinateur, qu'est-ce que, finalement, factuellement, on peut faire aujourd'hui, demain? Si on est très critique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, d'aider les gens, un peu, je reprends l'exemple de Magali qui disait, tiens, il y a différentes dimensions, je n'avais pas pensé à cette dimension. Ça, c'est des dimensions. Mais il y a aussi vraiment la question du fait que l'esprit, c'est le principe des chapeaux de Bono, ne fonctionne pas de manière linéaire, mais va fonctionner sur plusieurs niveaux en même temps. On a une approche critique et une approche créative et une approche pragmatique et une approche affective et une approche sensorielle, etc., etc. Donc, pour aider les gens à clarifier les choses, à être sur ce processus d'auto-empathie où je comprends, j'organise, et notamment sur la phase j'organise, bah, les 6 chapeaux de Bono, la stratégie créative de Walt Disney, vous pouvez trouver en mode tout fait, tout beau, tout prêt sur Klaxoon, même dans la version gratuite. Bah, c'est assez intéressant pour guider un groupe dans cette démarche de cadrage de travail, d'auto-empathie et ensuite de débat et de co-construction. Voilà. Et puis pour terminer quand même, on va terminer avec un petit langage en photo. Si cet atelier, vous deviez exprimer un retour, un ressenti à partir d'une image, un retour, un ressenti, une analyse, vous pouvez le retrouver sur notre Klaxoon de base, hein. Laquelle ce serait? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Voilà, petit retour de ressenti, d'analyse, de coup de cœur, de coup de gueule, en partant d'une image. Et c'est encore une autre stratégie, une autre méthode pour faire exprimer des représentations. Le langage en photo, ça marche très très bien. Je dis langage en photo parce que photolangage est une marque déposée. Il faut bosser avec un psy pour créer 50 images, pas plus, pas moins, en noir et blanc, avec un certain format, etc. etc. Donc, vous n'avez pas le droit de créer un photolangage, mais vous avez le droit de créer des langages en photo. Si je commence par Cédric, petit retour. Si tu n'as pas d'image, tu dis en 3 mots. Hein. Petit retour sur cet atelier. Très intéressant. J'ai l'impression d'une double casquette. Voilà. C'est-à-dire participant et aussi méta, quoi. Ok. Céline Grand-Clermont, comment veux-tu conclure cet atelier à partir d'une image ou sans image? Je sais pas, peut-être l'image 20 des fenêtres. Ouais. Parce que ça m'ouvre sur des outils que je pourrais utiliser avec le groupe que j'anime. Ok. Lydia, tu veux dire un mot? C'est un peu difficile pour moi parce que j'ai pas beaucoup participé, mais je pense surtout me nourrir de vos retours, de vos témoignages, je pense, pour plutôt formuler ce que je ressens. Bruno, comment tu as vécu cet atelier? Qu'est-ce que tu as à en dire à partir d'une image ou sans image? Moi, je choisirais l'image de la personne qui fait un film. Ouais. Festival du cirque de Québec, ouais. Voilà. Non, c'est la façon d'être un funambule, être à l'écoute de moi-même et des autres, de la compréhension des outils. Ok. Pour moi, c'est très intéressant. Ok, merci. Magali? Oui, moi je choisirais la numéro 3, mais je crois que c'est des petits
Ouais, c'est des Smarties au milieu d'un truc de Ouais, Kinder, voilà. machin. C'est ça, à la fois dans la dimension diversité de chacun et Mhm. se nourrir, du coup, se nourrir des uns des autres. Voilà, donc merci. Ok. Hélène? Eh ben, j'avais choisi la même que Magali. C'est l'heure de manger. Non, je me suis bien régalée. J'ai plein de petites pépites. Je repars avec plein d'outils. Je me vois bien utiliser ça sur des formations ou des ateliers. Ouais. Donc, c'est top. Ça bouge aussi pour moi. Je me dis, tiens, ça va. Ça... Donc, c'est top. Comme d'hab. Ok. Merci. Sarah? Alors moi, j'ai choisi l'image 7 avec Ouais. l'arc-en-ciel, parce que ça me parlait à la fois des Ouais. représentations mentales qui se révèlent quand on les met en lumière, et puis pour l'atelier aussi, parce qu'il y a des façons de faire que j'aurais pas pensé, donc merci. Ok. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Jérôme? Moi, c'est la 35, parce que ça m'a donné envie d'aller grimper direct. Et que je fais le lien avec l'atelier, j'ai l'impression de progresser un petit peu, d'apprendre à chaque fois. Et voilà, c'est ouais, sensation de liberté aussi et d'avancer. Ok. Je donne la parole juste après à Aurélie. Moi, c'est l'image 42 parce que j'ai l'impression à chaque fois que j'anime ce genre d'atelier ou de formation ou quoi, de me dédoubler et d'essayer de trouver un équilibre entre quelqu'un qui veut rentrer dans le temps qu'on a et puis quelqu'un qui veut mettre plein de choses dedans. Et voilà, c'est toujours un combat intérieur. Mais voilà, moi, je suis quand même assez content d'aller sur de l'outil très technique du style Jumpboard ou débat mouvant parce que voilà, ça c'est une porte d'entrée. Et en même temps, il y a une partie de moi qui dit en 1 heure et demie, c'est frustrant de parler de cette question des représentations mentales et de leur évolution. Voilà, c'est mon combat quotidien. Aurélie? Ouais, moi, il y a à la fois l'image, je veux dire, c'est la 41, là où il y a plein de couleurs, et puis d'avoir appris plein de choses, autant au niveau technique, au niveau relationnel, et puis je dirais aussi la 31 parce qu'en fait, il y a quand même un petit décalage entre le discours et ce qui se passe, où en fait, on travaille sur des représentations mentales, et puis tu dis que tu ne parles pas d'actualité, et en fait, où tu parles de théorie du complot, et déjà ça, c'est un jugement en soi et une représentation mentale très forte actuellement. Voilà. Donc, ok, j'entends, ça marche. j'ai dit. Merci Mais pour merci, cet atelier. Il n'y a pas de quoi. Et n'hésitez pas à proposer des ateliers. Sarah en anime 2 bientôt sur Sarah, je ne sais plus. Ça m'a un peu échappé. Je ne sais plus dans quel ordre. Ouais, on les a vus tout à l'heure avec Lydia, justement. Il n'y a pas débat mouvant et... Oui, il y a débat mouvant et puis il y a et Abac de Rémy. et puis méthode de rêve du dragon. Voilà, donc bientôt, n'hésitez pas à en proposer. Voilà, il n'y a pas de cadre financier, il n'y a pas de cadre contractuel, donc vous pouvez vous planter très librement et puis dire aux gens, bon, on s'est planté, attendez, on s'y remet, on remet l'outil, allez, on réessaye. Enfin voilà, moi, c'est relativement lissé mon truc, mais vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi lissé, vous pouvez faire quelque chose qui est beaucoup plus en tâtonnement. Et puis là, je vais rediffuser cet atelier sur YouTube. Voilà. Merci à vous, bon appétit, bonne journée, et puis à bientôt. On clôture. Pardon, Bruno. On clôture officiellement, et puis après, si on peut continuer à discuter, notamment avec Bruno. Merci, Joyce. Ciao. Merci, Joyce. Bruno.